Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de débuter cette journée qui ne va pas parler de la recherche, mais qui va vous tracer un portrait là, des cultures biologiques dans le monde. Donc, je vais commencer par vous tracer un portrait de la situation mondiale. Qu'est-ce que le bio au Canada, les opportunités de marché, la révision de la norme bio qui est super importante là, pour nos exportations, les normes bio aux États-Unis, les pourparlers qu'il y a eu la semaine dernière, le potentiel de rentabilité des cultures bio, on va voir les chiffres sur les marchés de Montréal et les principaux défis que notre secteur doit relever. Donc, comme vous le savez, il y a eu une évaluation quand même importante des consommateurs au cours des dernières années concernant leur habitude alimentaire. Donc, les consommateurs de plus en plus regardent pour acheter des produits bio, locaux et équitables. Et ça a changé de la perception qu'on a de l'agriculture biologique. Donc, avant, au 20e siècle, on disait que l'agriculture biologique, c'était inefficace, que ça utilisait plus d'espace, de terrain pour cultiver un même rendement, puis qu'il y avait trop de lacunes là, pour que ça constitue une solution aux problèmes agricoles qu'on doit surmonter, là. Mais aujourd'hui, la perception a totalement changé. On considère que les systèmes biologiques, c'est des systèmes innovants qui répondent aux objectifs multiples de durabilité, qui peuvent contribuer de façon importante à la sécurité alimentaire et aussi à la protection de l'environnement, et que ça peut offrir des opportunités de marché très intéressantes là, pour notre secteur, notamment le secteur de l'horticulture et de la sériculture. Donc, juste un bref rappel pour savoir c'est quoi l'agriculture biologique pour ceux qui sont un petit peu moins familiers. En fait, c'est des systèmes de production qui soutiennent la santé des sols, l'écosystème et les personnes. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser des OGM, ni des pesticides de synthèse, ni des fertilisants ou autres produits là, de synthèse, ni d'hormones, d'antibiotiques et bien sûr, aucune boue d'épuration. Puis, on doit aussi, le principe des cultures biologiques, c'est de minimiser les intrants pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et même d'avoir aucun impact. Donc, si on regarde un petit peu les statistiques mondiales au niveau de la production de fruits et légumes bio dans le monde, donc c'est plus de 1 million d'hectares. Et ça, c'est le champ et les serres ensemble. Et on s'aperçoit que les légumes représentent 26% de cette superficie-là. Et c'est principalement, on le retrouve principalement en Europe et en Amérique du Nord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a au niveau des cultures biologiques en serre? Donc, dans le monde, on a seulement 8300 hectares de superficie sous serre, et ça, c'est avec sous toute réserve, parce que les statistiques au niveau biologique sont très, très, très difficiles à trouver. Donc, il y a pas, on répertorie beaucoup les productions, mais peu par leur système de culture. Donc, c'est une approximation là, qui a été faite là, avec plusieurs banques de données. Puis ça représente à peu près 1,8% de la surface totale des cultures maraîchères qu'on retrouve. Et il est situé principalement là, dans le bassin méditerranéen. Maintenant, si on regarde les cultures biologiques en serre en Europe, on voit que c'est l'Espagne et l'Italie qui sont les leaders mondiaux, avec plus de 2000 hectares de serre, mais c'est des serres non chauffées, donc c'est des serres de basse technologie. L'Israël aussi, c'est pas négligeable, là, avec 500 hectares. Et l'Israël a une certification qui ressemble à la nôtre, donc qui autorise la production en contenant. Maintenant, si on regarde les cultures biologiques en serre aux États-Unis, parce que c'est nos voisins, malgré qu'on a peut-être de la difficulté avec Trump en ce moment, c'est quand même des marchés très importants et où il y a une croissance importante. Donc, les États-Unis ont 186 hectares sous serre, principalement dans l'Ouest, donc en la Californie, Oregon. Et on retrouve là, la tomate là, qui prédomine, ainsi que d'autres légumes de serre. Au niveau du Mexique, donc le Mexique où on retrouve beaucoup de produits biologiques du Mexique sur nos tablettes, c'est une industrie qui représente à peu près plus de 1875 hectares, et encore là, c'est sur toute réserve. J'ai eu ces chiffres-là des agences de certification du Mexique, mais c'est en croissance là, constamment. Donc, c'est des serres, c'est plutôt des abris, mais il y a quand même des serres
serres là, de haute technologie. Donc, c'est 1875 hectares par rapport à leur superficie qui est plus de 15 000 hectares sous abri. Là, puis ça, c'était des chiffres de 2010. Si on regarde... j'ai de la misère un petit peu. Bon. Les entreprises séricoles bio au Mexique, comme vous pouvez voir, c'est des bases technologies à 93 % et il y a des très, très grandes entreprises, autant là, de l'haute technologie qu'au niveau des hautes technologies. Et on voit que la plupart d'entre eux font aussi des légumes de champ lorsqu'on regarde là, les hectares certifiés au total. Et toutes ces entreprises-là ont des projets d'expansion dans les futurs très rapprochés. Maintenant, au Canada, notre superficie totale dans les serres était de 1439 hectares en 2015 pour une valeur de 1,34 milliard de dollars en 2016. Donc, c'est des augmentations quand même très importantes depuis les 5 dernières années. Et au niveau des cultures sous serre, il y a seulement environ 87 hectares de légumes de serre qui représentent 6 % de la superficie totale sous les serres. Et vous avez le petit tableau ici qui indique la répartition entre les provinces, et c'est des chiffres qui datent de 2011, étant donné qu'il n'y a pas au niveau canadien d'autres statistiques qui ont été faites sur les superficies. Maintenant, si on regarde au niveau québécois, la superficie totale a été de 93 hectares en 2015. Puis, le CAR-TV répertorie une superficie de 40,28 hectares, qui est 43 % de notre superficie sous serre maraîcher. C'est quand même très important par rapport aux autres provinces et même au niveau mondial. Puis, on voit que c'est surtout la tomate qui domine. Ensuite, on voit mal, mais le concombre et le poivron. Et en jaune, c'est les autres légumes sous serre également. Maintenant, au niveau des marchés mondiaux, donc c'est des marchés qui sont en croissance, qui ont atteint en 2015 81,6 milliards de dollars. Donc, ça a augmenté de plus que 5 fois en environ 15 ans. Puis, il y a des estimations qui disent que ça va atteindre 140 milliards en 2018. Donc, mais c'est quand même sous réserve, mais c'est quand même des opportunités de marché là, qui sont notables. Au niveau du marché mondial, on voit que le Canada, c'est un marché de 4,7 milliards et les légumes et les fruits représentent 39 % de la demande globale. Et c'est des chiffres qu'on retrouve, c'est des proportions similaires qu'on retrouve en Europe et aux États-Unis. Et donc, ça fait en sorte que la demande pour des produits, des fruits et légumes bio augmente beaucoup plus vite que l'offre, comme on peut voir ici sur les marchés canadiens. Donc, depuis 2006, on a eu une augmentation de 3,9 %. Et aux États-Unis, si on regarde, donc, il y a une augmentation là, qui est beaucoup plus importante que l'offre. Et on rapporte que 10 % des fruits et des légumes vendus aux États-Unis, ce sont des produits biologiques. Et on observe la même tendance aussi en Europe. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a des opportunités de marché très intéressantes pour le secteur des cultures en serre. Donc, premièrement, on importe 652 millions de produits importés. Par exemple, on importe pour 66 millions de dollars canadiens en laitue. Donc, c'est des marchés qu'on pourrait aller chercher ou déplacer. Il y a aussi le déficit commercial. On a un déficit au niveau des produits bio de 1,5 milliard de dollars. Le Canada est la 11e superficie mondiale en termes de terres biologiques, certifiées biologiques, avec plus de 4000 producteurs. On est le 5e marché au monde aussi au niveau des produits biologiques et on est le 10e en importance au niveau de la consommation par habitant de produits biologiques. Et on a une norme canadienne qui nous permet de faciliter les échanges entre les provinces et au niveau international. Et surtout, cette norme-là fait aussi on a bâti une confiance auprès des consommateurs pour les produits biologiques.
Donc maintenant, si on parle un petit peu de la révision de la norme et le bio aux États-Unis, parce que c'est super important au niveau des exportations et au niveau de la certification. Donc la première norme au niveau biologique a été publiée en 2009 et on a fait des révisions à la norme en 2015. Ces amendements n'ont pas encore été publiés, mais ils vont être publiés au cours des prochaines semaines. Et la prochaine révision doit être faite en 2020, parce qu'on se doit de réviser la norme à tous les 5 ans, sinon elle devient caduque. Donc, si elle devient caduque, on ne peut plus exporter nos produits à l'extérieur du Québec et du Canada. Donc, c'est vraiment un problème actuellement. Et le gouvernement du Canada, qui avait subventionné la norme, la révision de la norme en 2015, a dit non, 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 c'est le secteur qui doit payer pour la révision de la norme en 2020, ce qui est, à notre opinion, ou en tout cas au niveau du secteur, injuste parce qu'au niveau européen et au niveau des États-Unis, c'est les gouvernements qui assurent le financement de la révision des normes biologiques. Donc, présentement, il y a beaucoup de pourparlers à cet effet-là, de trouver un financement qui va être récurrent pour la révision de la norme, pour qu'on n'ait pas des désavantages là, concurrentiels par rapport à nos voisins. Donc, au niveau de la norme, qu'est-ce que la norme? En fait, la norme bio, ça encadre les bonnes pratiques agricoles. Ça permet de maintenir la confiance du public et c'est super important pour les échanges commerciaux. Donc, on a des ententes avec plusieurs pays. En fait, 90% du bio, du marché du bio est couvert par des ententes de réciprocité. Oups. Donc, les changements de la norme bio qui a eu lieu en 2015 avec les amendements, c'est au niveau des cultures en contenant. J'ai ressorti seulement les points qui avaient trait au secteur de la sériculture. Donc, c'est que le milieu de culture du sol doit être composé d'une fraction minérale et d'une fraction organique. On doit démontrer qu'on a une vie et une diversité écologique dans nos milieux de culture, que ce soit en sol, bien sûr, mais en hors sol, surtout les cultures en contenant. Et pour les cultures tutorées, on doit avoir 10% de compost avant la plantation, avoir des apports réguliers de compost par la suite. Mais qu'est-ce qui est nouveau, qui a été changé, c'est qu'il n'y aura plus de volume minimum. Avant, on avait dit, bon, c'est 70 litres par mètre carré. Ensuite, cette norme-là a été, les amendements suggérés étaient de 60 litres par mètre carré. Puis maintenant, parce qu'il y a eu une consultation auprès de l'industrie, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique, il y avait des producteurs là, qui ont demandé d'amender cet amendement-là, en fait, qui fait en sorte qu'on peut aller en bas de 60 litres par mètre carré, mais si on est en bas de 60 litres par mètre carré, on doit apporter 70% de la part des besoins en azote sous forme solide. Et la même chose au niveau phosphore. Donc ça entraîne bien entendu des contraintes ou des défis très, très élevés là, si on cultive dans des petits milieux de culture, étant donné que la culture hydroponique, bien entendu, est interdite au Canada. Et ici, c'est la Fédération biologique du Canada a un site où il y a des questions et réponses sur la norme biologique. Par exemple, il y a beaucoup de questions qui ont été posées au niveau de cette application-là, 7.5.5, sur qu'est-ce qu'une culture tutorée, la culture en contenant s'applique à quel type de culture, la surface totale, comment calculer le volume par mètre carré par rapport à la surface de la serre, aussi la hauteur des contenants, puis aussi au niveau de l'éclairage artificiel, là, à savoir si dans les plans de factory, dans les milieux vraiment contrôlés, on peut utiliser l'éclairage artificiel ou non. Et présentement, ce n'est pas couvert par la réglementation pour les plantes tutorées, mais pour les verdurettes et les pousses, on peut utiliser l'éclairage artificiel seulement sans éclairage naturel. Donc, c'est des exemples de questions que vous pouvez trouver sur le site.
Maintenant, pour les pourparlers concernant les États-Unis, en fait, ça découle de longtemps. Il y a un mouvement aux États-Unis, puis c'est même depuis les années 2000, qui veulent interdire l'hydroponie, les cultures hors sol, et l'aquaponie et l'aéroponie. Et depuis juillet 2016, en fait, il y a eu une motion pour bannir la culture en contenant, l'hydroponie et l'aquaponique, et de revenir complètement dans le sol. Et la semaine dernière, les membres du National Organic Standard Board se sont rencontrés et ils ont rejeté la motion de bannir l'hydroponie. Donc, jusqu'à maintenant, ils peuvent encore cultiver en hors-sol, en hydroponie et en aquaponie. Sauf qu'ils ont banni, ils ont interdit les systèmes aéroponiques où ils vont interdire les systèmes aéroponiques bio. Il y avait aussi une motion pour limiter la part des nutriments par les systèmes d'irrigation qui a été rejetée. Mais c'est rejeté pour le moment, mais il va y avoir une autre rencontre en avril 2018 en Arizona qui vont reprendre les discussions au niveau de ces points-là et ils veulent avoir beaucoup plus d'informations au niveau de la vie du sol et comment ces systèmes-là peuvent rencontrer les principes de base de l'agriculture biologique. Donc, les producteurs en hydroponie aux États-Unis ont un sursis, mais les discussions vont reprendre. Et aussi, il y a eu des discussions au niveau du potentiel ou comment utiliser l'éclairage artificiel, la manipulation des déchets pour les contenants hors sol. Et même, il y avait un groupe qui voulait qu'il y ait un étiquetage spécial pour le bio qui est produit hors sol. Au niveau du Mexique, il a été décidé, même la semaine dernière, ou en tout cas, c'est l'information que j'ai eue la semaine dernière, que les règles mexicaines n'autoriseront pas la culture hydroponique, mais n'interdisent pas la production biologique en contenant. Donc, ils vont sûrement s'aligner vers un système qui est beaucoup similaire au système canadien. Maintenant, si on regarde le potentiel de rentabilité des cultures sous abri pour nous, donc si on regarde un petit peu les exemples de productivité des cultures bio par rapport au conventionnel, donc pour différentes espèces et différents pays, on peut voir que la productivité qui est rapportée est inférieure ou même supérieure, légèrement supérieure au conventionnel, dépendamment des systèmes de culture qu'on utilise, bien sûr, et du pays. Si on regarde la rentabilité de l'agriculture biologique, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs aux États-Unis en 2015 et qui ont fait une méta-analyse sur des données de 40 ans qui concernent 14 pays sur 5 continents et ils ont regardé 55 espèces. Et ils ont conclu qu'avec une valeur ajoutée de 32% sur les prix obtenus pour des produits biologiques, l'agriculture biologique était très rentable. Donc, on avait des 21 à 35% plus rentables que l'agriculture conventionnelle. Sauf que il fallait avoir une valeur ajoutée d'au moins 5% pour avoir la même rentabilité au niveau biologique et conventionnel. Et bien sûr, ces chiffres-là dépendent des cultures. Il y a des cultures qui sont plus avantageuses que d'autres. Donc, suite à ça, j'ai voulu vous faire un petit peu un sommaire de qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché de Montréal au niveau des prix des légumes de serre. Donc, vous avez le concombre de serre, le poivron, la tomate et la laitue, et vous avez la variabilité des prix minimum et maximum qu'on retrouve sur le marché de Montréal de février 2016 à 2017. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en majorité, les prix pour la culture biologique sont de 1,25 fois plus élevés, disons, pour la laitue, jusqu'à 2,19 fois plus élevé pour la tomate de serre rouge, et même pour le concombre, là, ça peut aller jusqu'à plus de 2 fois. Donc, la variabilité des prix dépend bien sûr de l'espèce, mais elle est quand même considérablement plus élevée là, que les prix qu'on retrouve sur le conventionnel. Donc, à partir de ça, je vous ai fait un petit tableau
de résumé de ces valeurs ajoutées, donc le min, le max. Donc, ce n'est pas des moyennes. Donc, sur les marchés de Montréal, ils ne donnent pas les valeurs moyennes, ils donnent seulement les écarts de prix. Puis, je vous ai laissé en livre, étant donné que les données rapportées, c'est en livre et pour le concombre par unité de produit. Donc, vous avez une idée là, de la variabilité des prix au niveau conventionnel et biologique. Et à partir de ça, je vous ai fait un exemple de rentabilité ou du potentiel plutôt de rentabilité du concombre, de la tomate et du poivron. Donc, si on regarde le potentiel de rentabilité de la tomate rouge pour les conditions du marché de Montréal, avec des prix moyens là, de février 2016 à novembre 2017, et là, c'est un potentiel de rentabilité parce que c'est seulement les prix qui ont été considérés et non pas, c'est pas une étude économique là, où les intrants, le coût de la main-d'œuvre, la gestion des risques ou les risques associés à la culture bio sont considérés. C'est seulement les prix. Donc, on peut voir si on a les prix min-max du conventionnel et bio. Et j'ai fait un estimé au niveau du rendement. Si le bio, on avait un rendement de 60% du rendement conventionnel jusqu'à 100% pour la tomate. Donc, mon 100% du conventionnel a été fixé à 52,6 kg par mètre carré et ce qui était la moyenne au niveau canadien là, que j'avais pu trouver dans Statistique Canada. Donc, on remarque que pour la tomate, on peut, la culture biologique de la tomate rouge est quand même, peut être très, très rentable, là, même si on a des rendements là, de 70% par rapport au conventionnel. Et on peut même avoir une différence de prix de plus de 119% par rapport à la rentabilité du conventionnel. Maintenant, pour le... Oups, j'ai dû passer... pour le concombre anglais, c'était la même démarche que j'ai effectuée et on peut voir aussi des revenus, une différence de revenus de retour très intéressant là, qui peut être de l'ordre jusqu'à 116% lorsqu'on a un rendement équivalent. Et le rendement, je l'ai fixé à 164 fruits par mètre carré, qui est encore là la moyenne rapportée au niveau canadien. Donc, et on s'aperçoit que si on a un rendement de 60% de ce rendement conventionnel, donc si on a moins que 100 fruits par mètre carré, mais à ce moment-là, on n'est peut-être pas à une plus-value, à une valeur ajoutée. Là, on peut même avoir une rentabilité inférieure que conventionnelle. Maintenant, pour le poivron jaune, c'est un petit peu moins glorieux. Les marges sont un petit peu plus faibles. Si on a des bons rendements, il n'y a pas de souci, mais si on a des rendements de 80% et moins, puis le rendement qui est moyen encore de Statistique Canada, c'est 27 kg par mètre carré, ce qui est quand même considérable là, pour une culture bio en serre. Donc on voit que la rentabilité ou le potentiel de rentabilité peut varier d'une culture à l'autre. Maintenant, au niveau des principaux défis que le secteur des cultures en serre a à relever pour vraiment prendre ces opportunités de marché-là et être rentable, c'est vraiment d'avoir des rendements équivalents aux cultures conventionnelles. Et pour ça, on a encore besoin beaucoup de recherche parce que c'est quand même un système qui est beaucoup plus complexe que des cultures conventionnelles. Au niveau, entre autres, de la fertilisation et des amendements équilibrés, donc pour répondre adéquatement aux besoins de la plante en temps et en quantité. Puis limiter les problèmes de salinisation qu'on retrouve souvent dans nos sols biologiques et bien sûr, dans le principe de culture biologique, éviter l'émission des gaz à effet de serre. Oups. J'ai de la misère avec mon petit... un taux élevé de minéralisation parce que les plantes en serre ont besoin de beaucoup d'éléments nutritifs. Par exemple, une culture de tomates a besoin d'au moins 1200 kg par hectare d'azote par année, ce qui est énorme par rapport aux cultures de champs.
L'irrigation optimale pour faire en sorte qu'on minimise les pertes par lessivage et aussi pour optimiser la vie du sol, parce que c'est vraiment la vie de notre milieu de culture ou du sol qui fait en sorte que notre plante va avoir les éléments nutritifs dont elle a besoin. Le recyclage des intrants qui est super important au niveau des effluents, mais aussi des plastiques et de tous les intrants. La santé du sol, c'est vraiment le point à considérer qui est majeur en production biologique, parce que si on a un bon sol, si on a un sol suppressif, une bonne activité, on va avoir une plante en santé et à ce moment-là, on n'aura pas on essaie de réduire les problèmes au niveau phytoprotection. On a aussi les biopesticides, donc biocontrôle pour contrôler les insectes et les maladies. Puis on a souvent de nouveaux ravageurs qui arrivent. Souvent, ça vient avec les semences et les transplants. Mais ça, c'est super important. Puis ce qui nous aide, c'est que la recherche au niveau conventionnel, étant donné la résistance aux pesticides, bien, ça nous aide à trouver des nouveaux outils qui sont également applicables aux cultures biologiques. Et au niveau de l'amélioration génétique, donc d'avoir des variétés qui sont adaptées au système de production biologique et non au conventionnel où la plante est vraiment comme paresseuse là, pour l'absorption de ces éléments. Et aussi la disponibilité des semences bio qui est vraiment limitant là, pour certaines espèces. Et bien sûr, les pratiques culturales qui vont favoriser un rendement et des qualités élevées. Il y a d'autres défis au niveau plus au niveau des marchés aussi. On voit qu'il y a une compétition croissante pour les produits importés, entre autres du Mexique, où la main-d'œuvre est vraiment beaucoup inférieure à nous ici. La variabilité des normes aussi par rapport aux normes bio canadiennes par rapport aux autres, entre autres les États-Unis, où l'hydroponie est encore permis, où ils peuvent mettre du nitrate de sodium, donc de Chili. Aussi au niveau des prix, la valeur ajoutée, est-ce que ces prix-là vont diminuer dans le temps face à la pression des Walmart, des Costco de ce monde où on voit de plus en plus de bio, ce qui est bien parce que ça fait qu'en sorte que le bio est accessible à tout le monde, sauf qu'il faut avoir cette idée-là dans notre tête là, pour notre évaluation de profitabilité aussi à long terme, malgré que j'ai regardé aussi les valeurs du marché, des prix qu'on trouvait sur le marché depuis 2012, puis c'est assez constant. Donc, j'ai pas, sur le marché de Montréal, je n'ai pas vu de baisse importante. L'accès limité aux intrants et à la main-d'œuvre qui peut être un problème aussi. Difficulté d'avoir des statistiques au niveau du bio, notamment si on va avoir du financement, on va se développer, donc les banques, les caisses ont peu d'informations à ce titre-là. Le soutien limité à la recherche, malgré qu'on a eu les grappes scientifiques, c'est quand même très peu par rapport aux montants qui sont alloués au secteur conventionnel. L'accessibilité au savoir-faire, les connaissances, puis il reste que le soutien est limité du gouvernement fédéral là, pour promouvoir ou encourager le bio. Donc, en conclusion de ma conférence, je peux dire que le secteur du bio pour les producteurs en serre, ça offre quand même de fortes opportunités de marché en raison de la demande croissance de légumes biologiques. Le potentiel de rentabilité est très intéressant, mais encore là, il faut être prudent au niveau du type d'espèce et du rendement qu'on est capable de tenir. Puis l'agriculture biologique, bien entendu, ça offre de nombreux avantages, non pas seulement de marché, mais au niveau de la productivité, au niveau de l'environnement, au niveau aussi social. Donc, il faut voir ça dans une approche holistique et très intéressante. Puis pour l'expansion, bien, ça nécessite de minimiser les risques de production. Donc, on doit travailler sur le contrôle des maladies des insectes, meilleure régie aussi de culture et également la gestion des ressources et le savoir-faire qui est très important également si on veut réussir et prendre la place qui est offerte à nous sur le marché. Donc, suite à ça, merci beaucoup pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, par plaisir.